La lecture fait du bien. Mais comment? Pourquoi? Comment les livres peuvent-ils nous aider à prendre soin de nous? Et surtout, pourquoi est-il si important qu'on y ait tous accès? Eh bien justement, aujourd'hui je reçois Céline Masse. Elle est écrivaine, professeure et présidente de ONU Femmes France. Elle est la créatrice et cofondatrice de Love for Livre, la seule plateforme digitale dédiée au partage de livres avec un moteur de recherche émotionnel. Plus qu'une femme engagée, je dirais que nous recevons aujourd'hui une femme avec une vision, et cette vision, elle fait du bien. Bonjour Céline Masse. Bonjour Léa. Alors Céline, je vais vous dire la vérité, ce matin j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Voilà, je me suis réveillée pas du bon pied et je suis tombée sur votre conférence TED Talk et je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Vous y parlez de frontières à surmonter, de dépasser le réel, de femmes dont le destin n'était pas forcément écrit à l'avance. Alors vous Céline, qui défendez le pouvoir thérapeutique des livres, le livre vraiment comme support de soins, comment ça marche? Comment c'est possible? Alors c'est assez simple, il suffit de prendre un livre et de rentrer dans ce qu'on appelle une lecture immersive, de l'ouvrir et de se donner, allez, je vais citer une grande étude de l'université de Sussex, 6 minutes. 6 minutes de lecture immersive, c'est-à-dire à ne faire que ça, a priori ferait baisser notre taux de stress de 67%. C'est une étude très célèbre de l'université de Sussex de 2009. Donc ça marche de manière hyper simple et ça a des vertus incroyables, le livre, la lecture, prouvée. Je t'en donne quelques-unes. Ça stimule évidemment le cerveau, ça lutte contre ce qu'on appelle la perte d'attention, de mémoire, la détérioration cognitive. Donc si tu veux vieillir en ayant un cerveau qui fonctionne bien, lire c'est excellent pour toi. Ça permet de diminuer le risque d'Alzheimer, toujours dans cette idée de stimuler ton cerveau. Ça va développer l'empathie. Donc le fait de se dire, tiens, comme j'ai rencontré 1000 personnages, je peux me mettre à la place des autres, je comprends mieux comment les gens réagissent dans des situations diverses, ça va t'aider à mieux dormir. Si on lit des livres aux enfants, c'est pas pour rien, parce que parfois quand je dis ça, les gens sourient, mais c'est juste parce qu'en fait ça va les calmer, les mettre dans un état, ce que moi j'aime bien appeler la mindfulness, la reading mindfulness, c'est-à-dire cet état en fait où la sérotonine, l'hormone de la plénitude, se met en action, on retrouve du calme, le cœur se ralentit, et on se met dans une position beaucoup plus tranquille. Et enfin, il y a une chose, alors c'est une étude de l'université de Yale que je trouve géniale, ça prolongerait l'espérance de vie de 23 mois. Alors tu vas me dire, 23 mois, ce n'est pas une éternité, mais néanmoins, quand on aime la vie, on a envie qu'elle dure longtemps, en bonne santé en tout cas. Donc le livre a des vertus géniales et la science s'y intéresse de très près. C'est génial, mais alors là vous parlez du côté psychique, mais est-ce qu'il y a aussi des effets au niveau physique, par exemple? Tout ce que je vous ai dit auparavant, ça corrobore le fait que le corps déjà va se sentir mieux, le cœur va mieux fonctionner, etc. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que quand on est toute la journée, par exemple, sur le réseau social, on sait que ça génère de la dopamine, qui est une hormone qui est bonne si on en a à un taux modéré, mais quand on en a trop, ça va générer de l'addiction, d'où le côté je veux un like et j'en veux d'autres. Et après, il y a un autre point qui est absolument fascinant, c'est que il a été démontré par des études que quand tu lis un livre, par exemple, où tu cours, où un personnage court, ça active la même zone cérébrale que celle où tu fais du running. Donc on peut même faire du sport en lisant. Bien sûr. En réalité, alors aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'outils qui permettent ça, mais en réalité, la meilleure pratique, ce serait de faire un peu de sport, un peu d'activité, et derrière, de lire un bon livre. Voilà. Et ça, c'est impeccable pour le corps. Ça le met dans un état de bien-être, réellement. En fait, vous pratiquez la bibliothérapie? Ah oui, je pratique, moi pas toute seule, toute l'équipe de Love for Livre. On pratique en EHPAD, en hôpital, dans des entreprises, dans des collectivités locales, auprès de bibliothécaires, auprès de gens qui vont en bibliothèque, auprès de personnes victimes de violences, enfin bref, très très large, en quartier prioritaire de la ville. Donc on passe beaucoup de temps sur le terrain à créer des séances, des programmes pour des personnes très différentes en France et dans maintenant 7 pays européens. Comment ça se passe une séance? Alors, c'est une question que beaucoup de personnes posent. En fait, ça se passe en 3 parties. La première partie, c'est comprendre de quoi on parle. Donc, chaque session a un thème. Donc, ça peut être avoir confiance en vous, surmonter un traumatisme, trouver l'amour, réaliser votre rêve. Enfin, c'est vraiment très varié. Ou la parentalité, c'est un thème qu'on nous demande aussi beaucoup. Donc, d'abord, on essaie avec les participants. Donc, c'est soit en one-to-one avec une personne, soit en groupe. En groupe, c'est une dizaine de personnes, jusqu'à 15 maximum. Déjà, on s'interroge ensemble sur le thème avec des textes.
Donc prenons l'exemple de quel exemple vous voulez prendre. Tiens, donnez-moi le thème qui vous inspire. Sa mission de vie. Ah voilà, ça c'est un des thèmes qu'on fait d'ailleurs au programme. Donc d'abord, on va se dire, on va lire des textes sur des personnages qui ont une mission de vie, qui expliquent leur mission de vie. Et on va demander aux personnes de réagir. Et ce faisant, on va essayer de comprendre en fait comment chacune et chacun perçoit sa propre mission de vie. La première chose à faire pour se transformer, c'est de prendre conscience de qui on est et de où est sa place. Alors évidemment, parfois il faut plusieurs sessions pour que ça fonctionne. Mais déjà en une session bien conduite, vous pouvez avoir un déclic. Et surtout, il y a moi et puis il y a les autres. Je comprends mieux ma mission de vie, mais je suis dans un groupe, en collectif, et donc ce que disent les autres m'inspire aussi, m'apprend des choses. Deuxième partie de la session, c'est maintenant qu'on a compris de quoi on parle, on va se connecter. C'est-à-dire, on va se dire, moi, comment je vis cette mission de vie aujourd'hui ? Est-ce que je la mets de côté ? Est-ce que je suis frustrée, je ne veux pas la voir ? Est-ce qu'au contraire, je fais tout pour y arriver, j'ai l'impression de ne pas y arriver ? Donc c'est tout un travail sur se situer par rapport au sujet, toujours avec des textes littéraires, des poèmes, du théâtre, et puis des neurosciences, puisque nous, notre spécialité chez Love for Livre, c'est qu'on utilise des approches de sciences cognitives. Donc on va mélanger vraiment ces deux, apprendre des choses aux personnes participantes sur le fonctionnement de leur cerveau, et en même temps lire des textes littéraires. Et troisième partie, celle que je préfère, c'est l'engagement. C'est-à-dire maintenant qu'on a essayé de mieux comprendre, de se connecter au sujet, qu'est-ce qu'on va changer dans sa vie, petit ou grand, pour se rapprocher de sa mission de vie. Et parfois, les gens repartent juste en disant ce qui est génial, vous savez quoi, maintenant je vais lire beaucoup plus. C'est déjà une victoire, déjà un petit pas. Et voilà comment ça se passe, ça dure entre 1 heure et 2 heures, et c'est vraiment des moments exceptionnels, avec beaucoup de rencontres, les gens disent beaucoup de choses en fait, ils se sentent libres face à un texte littéraire, contrairement à des sessions plus conventionnelles, et donc ils se confient. Et une fois que vous avez passé les 5 premières minutes de rencontre, après, c'est un vrai moment de partage. Ouais, on a beaucoup de chance de faire ça, vraiment. On peut dire que la bibliothérapie, c'est prendre soin de soi grâce au bienfait de la lecture. Est-ce que c'est comme un rituel de soins ? Absolument. Alors, à ceci près, c'est important de le dire, nous on le dit à chaque fois, ça n'est pas une thérapie médicale. Soyons très clairs. C'est un outil d'accompagnement de thérapie médicale. Certains médecins l'utilisent en complément. Ça ne sera jamais comme une prise de médicaments ou un processus médical. C'est vraiment important de le rappeler. En revanche, oui, c'est un rituel de soins puisqu'on va mettre en place des habitudes, un rapport au texte qui est assez structuré et grâce à ça, sur le long terme, on va pouvoir espérer des résultats, des progrès. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'aime beaucoup en one-to-one, quand je travaille moi ou mes collègues avec une personne, les parcours de lecture. C'est-à-dire on va fixer par exemple, là tiens je vous donne un exemple, j'ai eu une personne qui a des problèmes par rapport à son alimentation. Qui est anorexique en fait et qui a envie de faire de la bibliothérapie en complément de sa thérapie classique. Donc on fait un parcours de lecture, on a 5 sessions pour le moment programmées et chacune des sessions grâce à des nouveaux textes va permettre de faire progresser par rapport à la prise de conscience de ce qu'elle traverse, des difficultés à changer, etc., etc. Et on voit l'évolution clairement de la personne. Donc oui, c'est un rituel. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus un rituel, et je veux vraiment le dire parce que je veux lui rendre hommage. Elle s'appelle Sadie Peterson Delaney. C'est une femme afro-américaine qui, en 1920, elle est dans un hôpital d'Alabama. Elle est libraire, enfin bibliothécaire, librarian. Et elle arrive dans cet hôpital. Et dans cet hôpital arrivaient les soldats très amochés. Et cette femme très modeste, très humble, enfin vraiment une lumière qui s'ignore, elle va dire, attendez, là, la bibliothèque, elle n'est pas jolie, donc déjà, on va créer un espace chaleureux. Et c'est vrai qu'une bibliothèque, ça doit être comme un temple païen de la joie. Pour moi, la bibliothèque, ça doit être un espace accueillant. C'est ce que fait Sadie. Et ensuite, pendant presque 30 ans, elle va lire des textes aux soldats. Et c'est elle qui va véritablement donner à la bibliothérapie une structure. Donc, je lui rends hommage. Et oui, ça commence donc dans un hôpital, bien sûr. On peut vraiment parler de vertu thérapeutique, mais est-ce qu'on peut parler de se soigner par les livres ? Moi, je parle plutôt du soin par les livres pour ne pas justement créer de confusion avec la discipline médicale. Voilà. Oui. Néanmoins, il y a en France, je le dis parce que c'est rigolo et c'est intéressant, il y a une thèse d'un médecin qui s'appelle Pierre-André Bonnet, qui est un médecin généraliste, qui a fait une thèse sur la prescription de bibliothérapie, donc de livres, dans un parcours de soins, comme un complément. Donc c'est hyper intéressant et il y a beaucoup d'études dans le monde qui sont en train de se dérouler sur ce sujet. Est-ce que vous allez bientôt lancer un bibliospa ? Alors c'est rigolo parce que justement on aurait très envie de travailler avec des spas, donc je lance un appel.
Je pense que le spa est un lieu où le temps s'arrête pour prendre soin de soi et prenant soin de son corps, son esprit aussi se détend et donc faire des alliances entre la bibliothérapie et le spa, ce serait parfait. Comme moi je rêve, je lance aussi un appel de faire un événement en France ou même à l'international avec du sport et de la lecture. Je trouverais ça génial qu'on aille une demi-journée avec sa famille ou des amis. On a des cours de sport, de boxe, de fitness qu'on veut. Et en même temps, on a de la lecture de poésie. Pourquoi est-ce qu'on ne réconcilierait pas le corps et l'esprit, en fait? En tout cas, si vous faites l'événement, j'espère être invitée. Je serai là. Je vous le promets. Je vous inviterai si ça se fait. Est-ce que ça augmente les bienfaits thérapeutiques de la lecture si je fais un soin ou si je pose un masque pendant que je lis, par exemple? À partir du moment où c'est un moment à vous, poser un masque, faire un soin qui vous plaît, qui crée vraiment cette bulle dont on parlait tout à l'heure, où le temps se suspend, ça va évidemment vous mettre dans une meilleure condition, plus attentive, meilleur bien-être, donc c'est conseillé. On sait qu'il y a eu beaucoup de dépression pendant le Covid, beaucoup de gens qui ont été très malheureux. Est-ce que vous pensez que si on avait plus fait la promo du livre à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait eu moins de dommages collatéraux? Alors, ils ont quand même beaucoup lu, malgré tout. Et d'ailleurs, le livre a été un des sujets, une des activités les plus pratiquées, notamment pendant le confinement. Il y a eu aussi beaucoup d'initiatives d'associations. Nous, on a fait, par exemple, de la lecture par téléphone. C'est-à-dire qu'on demandait à n'importe qui, alors ça, c'était une expérience extraordinaire, de nous appeler. Et on leur demandait, tiens, vous avez envie de quoi? Et on leur lisait un texte, en fait, à voix haute. Et il y a d'autres structures qui l'ont fait. Donc oui, bien sûr que ça aurait aidé encore plus. Après, les problèmes, aujourd'hui, on a des personnes qui sont en France, je parle de la France, mais c'est vrai au niveau européen. Le Covid a usé mentalement les gens. Beaucoup de burn-out, beaucoup de dépression, beaucoup de difficultés. La crise actuelle en Ukraine, évidemment, ne va pas arranger les choses parce qu'on est quand même bouleversé de la situation dans laquelle on est. Et donc, clairement, lire aidera. Lire ne résout pas tout, bien sûr, soyons honnêtes. Mais ça aide à trouver des bulles, en fait, où on va, pour 5 minutes, 1 heure, 2 heures, être plus calme et donc plus à même de faire face, en fait, aux difficultés. Mais du coup, supposons que je sois très angoissée par une réunion professionnelle. Est-ce que vous me conseillez de lire un livre ou de relire ma présentation? Oh, bien évidemment de lire un livre, parce qu'on sait bien qu'en plus, relire la présentation de manière scolaire, ça ne sert pas à grand-chose. L'idéal, en fait, c'est de lire la présentation la veille au soir et de dormir dessus. Oui. Parce que le cerveau va l'engrammer. Voilà. Et avant, c'est plutôt de lire un texte qui vous enthousiasme pour vous trouver dans un état positif, bien sûr. D'accord, ok, je retiens, je prends le conseil. Et d'ailleurs, vous conseillez de lire un livre plutôt à voix haute ou plutôt dans sa tête? Alors, la lecture à voix haute a démontré beaucoup de vertus. Donc, je dirais plutôt lecture à voix haute quand c'est possible. Moi, je lis beaucoup à voix haute, par exemple, même parfois chez moi. Ah oui? Mon compagnon, ah oui, moi, il m'arrive de lire comme ça, même où je récite des poèmes qui me plaisent. Donc, mon compagnon est toujours un peu étonné en se disant, mais qu'est-ce qui lui prend encore? Donc, c'est mieux. Après, l'effet de se dire les choses dans la tête, ça a quand même des vertus imaginatives. Donc, les deux sont bons. Mais lecture à voix haute, c'est quand même recommandé. Petite question un petit peu philosophique, mais peut-on dire que nous sommes ce que nous lisons? Vous avez 4 heures. Ah, j'aime bien ce thème-là. En fait, ça me plaît. Est-ce que nous sommes ce que nous lisons? Non. Non, parce qu'en fait, quand on lit, et c'est ça que je trouve puissant aussi dans la lecture, c'est tout l'objet de Love for Livre, on peut lire l'histoire de gens absolument atroces, auxquels on n'a pas envie de ressembler, mais ce faisant, on peut découvrir des facettes de la nature humaine, avoir accès en fait à des zones d'ombre de la nature humaine. Et c'est aussi intéressant de se confronter à ça, de comprendre de quoi l'humanité peut être faite. Et en revanche, on peut aussi avoir des rôles modèles. Moi, c'est ça que je trouve génial dans la littérature. Et je le fais souvent quand je travaille, par exemple, avec des personnes qui manquent de confiance en elles. C'est aussi de leur dire quel est le personnage qui, dans la littérature, vous inspire et auquel vous avez envie de ressembler. Pour parler de confiance en soi et pour revenir sur Love for Livre, vous avez vraiment ce côté partage. Vous avez aussi créé Love for Livre pour le partager au maximum de personnes. C'est-à-dire que les gens ne se sentent pas forcément à leur place dans une librairie, pas forcément à leur place dans une bibliothèque, parce que c'est vrai que ça peut impressionner quand on n'a pas forcément l'habitude, etc. C'est plus facile pour les gens d'aller sur le site, sur Love for Livre et de sélectionner
en toute intimité, des livres par l'émotionnel? Bah, oui, enfin, au sens où l'émotionnel, c'est pas un facteur, enfin, ça ne dépend pas de facteurs sociaux. C'est vrai que quand on rentre dans une librairie, souvent on peut avoir le sentiment, et il y a des études qui le montrent, que si on ne connaît pas déjà les livres, on va être un peu perdu. Alors que les libraires sont très bienveillants et généralement de très bons conseils. Mais déjà, le simple fait de passer le seuil de la librairie, quand nos parents n'y sont jamais allés ou très peu, vous savez, c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire, mais c'est encore plus peut-être délicat avec la musique classique. Aller à l'opéra quand personne ne va à l'opéra dans votre famille, c'est étrange. Et pourtant, l'opéra est ouvert à tous et devrait l'être, en tout cas, et à toutes. Donc oui, quand on va sur le site, on est chez soi, dans l'intimité, comme vous l'avez dit, ou ailleurs. Et surtout, l'émotion, elle nous empêche de nous dire ah, oula, comment je vais faire pour trouver un livre. En fait, qu'est-ce que je ressens, c'est humain et c'est simple. Et c'est ça, moi, mon objectif aussi, notre objectif, c'est la simplicité. Il faut que ça reste simple et spontané. Si j'ai envie de m'évader là maintenant tout de suite, avec 70, attention ça va être très précis, 70% d'amour, 20% de surprise et 10% de joie, quel livre me conseillez-vous? Ah, c'est pas mal, c'est pas facile. Hein. Alors, il y en a plein, mais... Attention, je vous prends mon avez envie... stylo. Hein. Allez, on note, on fait une petite read list. Donc, vous avez envie de vous évader, hein, c'est ça. Donc, Oui. éventuellement de voyager. Ah oui. Oui. Alors, vous avez envie de voyager. Moi, je citerai. Alors, c'est un livre que j'adore, Le temps où nous chantions de Richard Powers, qui est un grand écrivain américain. Là, vous allez voyager parce que c'est l'histoire d'une famille afro-américaine qui aime à la fois la science physique et la musique. Il y a de l'amour, il y a de la passion. Enfin, c'est un très grand livre hein, de Powers, qui est un de mes livres de chevet. Vous pouvez lire aussi, d'une certaine manière, Anna Karénine. Alors, il y a moins de joie que de tragédie, mais c'est un très, très, très grand livre aussi. Qu'est-ce que vous pourriez lire? Il y a tellement, tellement de livres que vous pourrez lire aussi. Vous pouvez lire... Ah, j'adore ce livre. Jeanette Winterson, Pourquoi être heureux quand on peut être normal, qui est un immense livre d'une femme dont les parents adoptifs étaient très aigris. Et alors qu'elle essayait de... Elle voulait être heureuse, il n'arrêtait pas de lui dire « Mais pourquoi tu veux être heureuse alors que tu peux être normale ?» C'est un de mes livres aussi, c'est un livre qui a ouvert vraiment des chemins dans ma tête. Et ce qui est marrant, c'est que vous parlez vachement de fiction. Enfin, moi, je me rappelle, pour parler de mon expérience perso, quand j'ai eu des moments durs et que justement je me suis dit, bon, voilà, ce job ne me plaît pas, je passe à autre chose, je change de vie. C'est vrai que le changement de vie dans l'imaginaire commun, ça passe par le développement personnel, le sport, la nutrition, etc. Et ce qui marche très bien, hein, j'imagine que c'est pour ça que c'est reconnu. Mais est-ce qu'on peut dire que la bibliothérapie, ça passe forcément par les livres de développement personnel? Non, non, non. Enfin, en tout cas, c'est une des possibilités. Le seul problème pour nous, c'est pour ça qu'on a choisi la fiction, c'est que le développement personnel, bien souvent, vous dit quoi faire. Ouais. Donc ça peut être très bien, hein. Il y a des gens brillants qui vous disent quoi faire, qui ont des bonnes idées, etc., qui se mettent à votre service, très bien. Donc je ne critique pas en soi le développement personnel, mais je trouve que la fiction est plus puissante, beaucoup plus puissante, parce que dans la fiction, vous rencontrez les possibilités des autres. On ne vous dit pas c'est ça qu'il faut faire ou ça, on vous dit voilà la vie de personnages et voilà comment ils évoluent. Et donc ça va faire travailler en vous d'abord beaucoup plus votre imagination et deuxièmement votre liberté, votre sens de la liberté parce que vous allez faire des choix. Et je pense que pour s'émanciper, la liberté et l'imagination sont des armes de création massive, clairement. C'est vrai que quand je lisais vachement de livres de développement personnel, j'avais tout acheté. Le Miracle Morning, les 4 accords Toltec, Power of Now, j'avais tout pris en même temps. J'avais un peu le sentiment de fermer une voie. Et je m'en voulais un peu de me laisser aller à la fiction parce que moi, dans ma tête, c'était ben non, là, tu prends du plaisir pour toi, tu prends du temps pour toi, t'es pas en train d'avancer. Alors qu'en fait, si, quand on va lire une belle histoire, quand on va lire un roman sur un voyage, quand on va lire quelque chose sur quelqu'un qui fait un métier qui n'a aucun rapport avec le nôtre et pourtant avec des similitudes, des traits de caractère d'un perso auquel on s'attache, c'est vrai que c'est magique en fait ce qui se passe. Puisqu'il s'agit de voyager, de ressentir des émotions, etc. Quelle est la différence avec la filmothérapie? Ah, c'est intéressant. Alors, j'allais dire justement en vous écoutant là que quand vous regardez un film, ça peut déclencher effectivement aussi l'envie de changer de vie, une meilleure compréhension de certaines situations. Donc, il y a des similitudes très fortes. Après, d'un point de vue clairement entretien du cerveau, le livre et la lecture, a priori, auraient plus de vertus.
D'accord. Parce que tout simplement, pour une raison simple, c'est que quand vous êtes en réception d'un film, vous êtes plutôt dans une attitude passive. Ouais. Alors que quand vous lisez, vous êtes dans une attitude qui va vous demander plus d'efforts, un peu plus active. C'est pour ça d'ailleurs que toute notre plateforme de streaming, c'est très bien, mais c'est vrai que quand vous passez d'un épisode à l'autre et que vous en voyez 10 d'affilée, en fait, c'est pas très bon pour vous. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, c'est ce qu'on appelle le binge, je crois, en anglais. Binge le fait de watching. regarder. Voilà, exactement. En fait, moi, j'adore les séries aussi. Hein, c'est intéressant, mais quand vous le faites trop longtemps, c'est pas très bon. Alors que lire 4 heures, c'est très très bon. Alors 4 heures, c'est long. Mm. Mais donc le film est plus passif. Néanmoins, le film, il a un pouvoir, je trouve, qui est intéressant, c'est que c'est quand même un art plus populaire. Mm. Et donc, ce qui est génial, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec des enfants, des ados et des adultes, c'est aussi de lire le livre en même temps qu'on regarde le film. Et là, on arrive vraiment à avoir un programme de bibliothérapie et de filmothérapie qui peut être très, très intéressant. Et ils ont beaucoup de chances de vous rencontrer aussi. Et de vous On avoir fait, chez on Love fait for du Me. mieux que l'on peut. Moi, je dis souvent, quand les personnes disent « Mais qui êtes-vous ?» Je dis souvent « Moi, je suis une fille qui essaie de faire du mieux qu'elle peut. » Voilà. Ça me résume assez bien. Je vais vous la piquer, je trouve que ça fait chic. Je vous la donne, je vous la partage. Avec plaisir. Merci beaucoup Céline. Merci Léa.